L'Iran. Vous pensez connaître ce pays. Vous vous imaginez que c'est un pays avec des déserts, des chameaux, des femmes entièrement voilées en noir, des mollahs barbus criant « mort à l'Amérique ». Vous vous imaginez qu'il n'y règne que terrorisme, fanatisme religieux et que c'est un pays dangereux, arriéré et oppressif, mais en vérité, c'est ce que les médias vous montrent depuis de nombreuses années. Avec 15 millions d'habitants, l'Iran est une métropole moderne avec un métro ultramoderne transportant 3 millions de passagers par jour. C'est un pays qui possède des gratte-ciel de 40 étages ainsi que la tour Milad avec 435 mètres qui est la 6e plus haute tour de télécommunication au monde. L'Isfahan, la ville surnommée la moitié du monde à l'époque safavide, ou Shiraz, la ville des roses et de la poésie, ou le village de Kandovan avec des maisons creusées directement dans la roche volcanique depuis 700 ans ou encore l'île d'Ormuz avec ses plages rouges à cause de l'oxyde de fer, sans oublier le désert de Lu avec des températures de surface les plus élevées jamais enregistrées sur Terre, 70 degrés Celsius. Ce sont parmi tant d'autres des merveilles de l'Iran que beaucoup de monde ignore. Alors, c'est quoi le vrai Iran ? Est-ce que c'est le pays terroriste que vous voyez aux informations ? Ou encore cette civilisation de 2500 ans avec une culture raffinée, une architecture à couper le souffle, une jeunesse éduquée et cosmopolite ? Ce n'est ni l'un ni l'autre mais plutôt les deux à la fois car l'Iran est le pays le plus mal compris de la planète. Ce documentaire va détruire tout ce que vous pensiez savoir sur ce pays, alors préparez-vous parce que vous ne verrez plus jamais l'Iran de la même façon. Quand vous pensez à l'Iran, vous imaginez probablement un vaste désert mais c'est faux. Seulement 22% du territoire iranien est désertique. Le reste du territoire est constitué de montagnes majestueuses qui culminent à 5600 mètres au mont Damavand, d'un volcan dormant couvert de neige toute l'année, de forêts luxuriantes au nord le long de la mer Caspienne avec un climat subtropical humide, des plages sur le golfe Persique au sud. L'Iran mesure 1,6 million de kilomètres carrés, soit 3 fois la France et 5 fois l'Allemagne. C'est un pays géographiquement gigantesque et incroyablement diversifié. Quand vous pensez à l'Iran, vous imaginez que c'est un pays arabe parce que la langue ressemble à l'arabe et que c'est au Moyen-Orient, mais c'est aussi faux. En vérité, les Iraniens sont perses et non arabes. Leur langue est le farsi, une langue indo-européenne comme le français ou l'allemand. L'arabe est une langue sémitique, complètement différente. Les Iraniens sont extrêmement fiers de leur héritage perse et beaucoup parmi eux détestent être confondus avec les Arabes. La Perse a donné au monde la poésie de Rumi mais aussi les échecs, les mathématiques modernes, l'astronomie et une architecture qui a inspiré tout le Moyen-Orient. Quand vous pensez à l'Iran, vous imaginez que tous les Iraniens sont des extrémistes religieux mais ça aussi, c'est faux. L'Iran a un régime islamique, oui. Mais près de 50% de la population iranienne se disent non pratiquants. Ils ne prient jamais, ne vont jamais à la mosquée et ne jeûnent pas pendant le ramadan. Les mosquées de Téhéran sont vides le vendredi et les jeunes ne sont pas religieux. Dans les fêtes privées à Téhéran, il y a de l'alcool clandestin, de la musique occidentale à fond, des filles et des garçons qui dansent ensemble. En gros, tout ce qui est officiellement interdit. Le hijab est obligatoire par la loi, oui. Mais depuis les manifestations de 2022 après la mort de Mahsa Amini, l'application est beaucoup plus tolérante. Dans les quartiers riches de Téhéran Nord, vous voyez des femmes avec des hijabs symboliques, un foulard posé sur la tête qui laisse tous les cheveux visibles et personne n'intervient car la police des mœurs a peur d'une nouvelle révolte. Vous pensez que l'Iran est sous-développé ? Faux. Le métro de Téhéran, avec cette ligne, 250 km, est plus moderne que celui de New York ou Los Angeles. Un ticket coûte moins de 10 centimes d'euros et chaque jour, 3 millions de passagers y montent. L'Iran possède des hôpitaux modernes capables de réaliser des greffes d'organes, de la neurochirurgie complexe. Une industrie automobile locale produisant des millions de véhicules par an, une industrie pharmaceutique qui fabrique 95% des médicaments localement car les sanctions l'ont forcé à l'autosuffisance, un taux d'alphabétisation de 85%, une espérance de vie de 76 ans similaire à la Turquie et meilleure que l'Arabie Saoudite. 60% des étudiants universitaires sont des femmes, ce qui est considéré comme le taux le plus élevé du Moyen-Orient, plus élevé même qu'en Israël. En réalité, vous pensez que vous connaissez l'Iran mais c'est totalement faux. Vous ne connaissez que la caricature que les médias vous vendent depuis des années.
La vérité est que l'Iran est un pays de contrastes extrêmes avec des villages isolés dans les montagnes où les familles vivent sans eau courante, coupant du bois pour se chauffer, élevant des moutons, fabriquant leur pain à la main tandis qu'à Aksangrave 600 km de là, à Téhéran, une métropole de 15 millions d'habitants avec des cafés Wi-Fi, des start-up tech, des galeries d'art contemporain, une scène musicale underground existe. Et ces deux réalités existent dans le même pays. Les États-Unis et leurs alliés vous disent qu'ils sanctionnent l'Iran pour 4 raisons. Le programme nucléaire, le soutien au terrorisme, les violations des droits de l'homme et la menace contre Israël. Tout cela est vrai. Mais ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison est géopolitique et pétrolière et remonte en 1953. L'Iran était une monarchie dirigée par le Shah, mais le vrai pouvoir appartenait au Premier ministre Mohammad Mossadegh, élu démocratiquement en 1951. Mossadegh nationalise le pétrole iranien pour les Britanniques et les Américains. Les termes du contrat sont scandaleux. L'Iran reçoit 16% des bénéfices, le Royaume-Uni 84%. C'est ainsi que les ouvriers iraniens vivaient dans des bidonvilles tandis que les cadres britanniques vivaient dans des villas avec piscine et terrain de golf. Par la suite, Mossadegh nationalise l'industrie en 1951, ce que les Britanniques n'avaient pas apprécié car plus aucune compagnie ne pouvait acheter du pétrole iranien sous peine de représailles. Les Britanniques décidèrent alors de renverser Mossadegh et se sont donc tournés vers les États-Unis qui, en août 1953, ont effectué l'opération Ajax. Le Shah reprend tout le pouvoir, remercie les Américains en leur donnant accès au pétrole et les compagnies américaines obtiennent 40% des parts. Les Iraniens n'oublieront jamais 1953 car pour eux, c'est la preuve que les États-Unis ne respectent pas la démocratie quand elle ne sert pas leurs intérêts et que l'Occident ne veut qu'une chose, voler le pétrole iranien. Cette trahison de 1953 alimente toute la propagande anti-américaine du régime actuel. En 1979, l'ayatollah Khomeini prend le pouvoir et le 4 novembre 1979, des étudiants pro-Khomeini envahissent l'ambassade américaine à Téhéran, prennent 52 diplomates en otage pendant 444 jours afin d'exiger l'extradition du Shah, que les États-Unis ont accueilli pour des soins médicaux, pour qu'il soit jugé. Mais les États-Unis avaient refusé et une tentative de sauvetage des otages échoue catastrophiquement, tuant 8 soldats américains. Les otages américains sont finalement libérés en janvier 1981 mais le mal est fait car pour les Américains, l'Iran est devenu l'ennemi et pour les Iraniens, l'Amérique est le grand Satan qui a soutenu le Shah dictateur. Ce que personne ne vous dit réellement, c'est que l'Occident veut. Premièrement, le pétrole et le gaz iranien. En fait, l'Iran possède 9% des réserves mondiales de pétrole. Il est donc la 4e plus grande réserve après le Venezuela, l'Arabie Saoudite et le Canada. L'Iran possède également 17% des réserves mondiales de gaz naturel, c'est-à-dire la 2e réserve après la Russie. Ce pétrole et ce gaz sont actuellement hors du contrôle occidental et les sanctions empêchent l'Iran de les vendre librement. Mais si le régime tombait et qu'un gouvernement pro-occidental prenait le pouvoir, les compagnies américaines et européennes pourraient exploiter ces ressources à profit de trillions de dollars. Deuxièmement, maintenir l'hégémonie du dollar. Le pétrole mondial se vend en dollars américains, le pétrodollar. Cela donne aux États-Unis un pouvoir énorme sur le système financier mondial. L'Iran essaie de vendre son pétrole en euros, en yuan, en or, contournant le dollar. Si d'autres pays suivent, le dollar perd sa domination et ça, les États-Unis ne peuvent pas le tolérer. En résumé, les États-Unis ne haïssent pas l'Iran pour ses violations des droits de l'homme. La preuve est qu'ils sont alliés avec l'Arabie Saoudite. Ils ne haïssent pas l'Iran pour le terrorisme. La preuve est qu'ils soutiennent l'Israël qui bombarde régulièrement la Syrie, le Liban et Gaza. Les États-Unis haïssent l'Iran parce que l'Iran refuse de se soumettre, parce que l'Iran défie l'hégémonie américaine au Moyen-Orient, parce que l'Iran est allié à la Russie et la Chine et parce que l'Iran contrôle des ressources que l'Occident veut. Les droits de l'homme, la démocratie et le terrorisme ne sont que des justifications, des outils de propagande car la vraie guerre est géopolitique. Le régime iranien a un objectif principal, survivre. Les mollahs savent qu'ils sont détestés par leur propre peuple. Ils savent que la majorité des Iraniens, surtout les jeunes, rêvent de les renverser. Ils savent que s'ils perdent le pouvoir,
Ils seront jugés, emprisonnés et peut-être exécutés. Alors ils font tout pour rester au pouvoir. Pour ce faire, leur première stratégie est de créer un ennemi extérieur. Les slogans comme Death to America, Death to Israel ne sont pas de la folie religieuse, c'est du calcul politique. En désignant les États-Unis et Israël comme ennemis existentiels, le régime justifie la répression interne, les dépenses militaires massives, l'échec économique et la censure. Le régime a besoin de cette hostilité avec l'Occident car si demain les États-Unis levaient toutes les sanctions et normalisaient les relations, le régime perdrait sa justification principale. Leur seconde stratégie cible les milices proxy. L'Iran finance et arme des milices à travers le Moyen-Orient. Hezbollah au Liban, Hamas à Gaza et Houthis au Yémen. Pourquoi ? Créer une profondeur stratégique. Si les États-Unis ou Israël attaquent l'Iran, ces milices riposteront immédiatement. Le Hezbollah lancera des milliers de roquettes sur Israël. Les milices irakiennes attaqueront les bases américaines. Les Houthis fermeront le détroit de Bab el-Mandeb, là où passe 10% du commerce maritime mondial. L'Iran peut infliger des dégâts massifs sans tirer un seul coup de feu depuis son territoire. Mais soyons clairs, l'Iran ne veut pas détruire Israël. L'Iran ne veut pas conquérir le Moyen-Orient. L'Iran ne veut pas exporter la révolution islamique. Le régime veut survivre à tout prix, et tout le reste, le nucléaire, les milices, la rhétorique anti-occidentale ne sont que des outils pour garantir cette survie. Nous voilà à la fin de ce voyage dans la réalité iranienne. Alors, qui sont les méchants dans cette histoire? Le régime iranien? Oui, car la dictature théocratique est brutale sans oublier les répressions, les tortures et les exécutions. Il n'y a aucune liberté. Les États-Unis et l'Occident? Oui aussi, car tout est une question de pétrole et d'hégémonie, pas de droits de l'homme. Israël et l'Arabie Saoudite? Oui également. Mais alors qui est la victime? C'est le peuple iranien. Les jeunes Iraniens ne veulent ni le régime des mollahs, ni l'impérialisme américain. Ils veulent juste vivre normalement. Étudier, travailler, aimer, voyager, danser, rire, exister. Mais ils sont coincés dans un piège géopolitique dont ils ne sont pas responsables. Le paradoxe final est simple. L'Iran possède une des populations les plus éduquées du Moyen-Orient avec des ressources naturelles immenses et une culture millénaire raffinée ainsi qu'une position géographique stratégique. Il devrait être un pays riche, prospère, influent et respecté. Au lieu de cela, c'est un pays isolé, sanctionné, appauvri et diabolisé. La prochaine fois que vous entendrez l'Iran est une menace, demandez-vous, une menace pour qui? Pour les civils américains? Non. Pour l'hégémonie américaine au Moyen-Orient? Oui. Pour les intérêts pétroliers occidentaux? Oui. Pour Israël et l'Arabie Saoudite? Oui. Mais le peuple iranien, lui, n'est une menace pour personne. Il est juste une victime de son propre gouvernement et de nos gouvernements aussi.